Allez, bienvenue pour cette seconde partie des experts aujourd'hui. Autour de la table, Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, et André Loscou-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative. On va parler un peu de politique et de la semaine à haut risque pour le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Il a fait sa première sortie ce week-end. C'était dans la presse quotidienne régionale. Il prend un peu le contre-pied de la défiance des Français vis-à-vis de Paris et il veut faire du local. Alors d'abord, pour faire baisser un tout petit peu la pression dans le pays, il a annoncé deux choses. Un, qu'il allait sauvegarder les 2 jours fériés qu'avait proposé de supprimer François Bayrou. On va voir ensemble si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et 2, il décide de lancer une mission sur le train de vie de l'État. On sait qu'il y a une grande défiance aussi des Français vis-à-vis de ces politiques qui, à Paris, se gobergeraient. Et il veut supprimer les avantages à vie octroyés aux anciens ministres. Alors, j'ai cherché à savoir, moi, hier, quels étaient ces avantages à vie. Je vous avoue que je ne les ai pas trouvés. Mais Gilles Raveau, sur l'abandon de la suppression des 2 jours fériés, ou plutôt la sauvegarde donc des jours fériés, est-ce que c'est une bonne idée? Ce qu'il y a de sûr, c'est que... politiquement. Non, tout à fait. Mais là où ça a surpris cette idée, c'est qu'effectivement, même si je déteste cette expression, cette suppression des jours fériés allait à l'inverse de la valeur travail demandée par le gouvernement, puisque c'était travailler plus pour gagner pareil. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à l'heure de travail, c'était travailler moins. C'est-à-dire gagner moins. Et donc ça, c'était effectivement aberrant, si vous voulez, par rapport au programme intellectuel d'Emmanuel Macron, qui a été très cohérent de ce point de vue-là depuis 2017. D'autre part, j'ai rappelé que les gens ont vécu. Encore une fois, j'insiste lourdement sur ce point. Je voudrais rappeler notamment que la baisse de 2,5% du niveau de vie des salariés est en fait sous-estimée parce que, pour une raison, là encore, spécificité française dont on se passerait bien, l'indice des prix à la consommation de l'INSEE n'est pas l'indice qui est utilisé dans les autres pays européens, qui s'appelle l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui est utilisé par la Banque Centrale Européenne et tous les gens dans l'Union Européenne, sauf la France. Et le petit problème, c'est que ces deux indices qui se suivaient jusqu'à récemment ont divergé justement ces dernières années. À cause de quoi ? À cause notamment du logement. C'est que dans le panier de consommation de l'INSEE, les dépenses de logement représentent 14%. 6% du total. 14. Non, c'est 6%. Non, pardon, avec l'énergie pour le logement. Voilà, c'est ça exactement. Le loyer ou les remboursements d'emprunt, c'est 6%. Alors que c'est 20% dans le panier allemand. Donc là, on a un petit souci. Oui. Et d'autre part... Je défie de trouver des Français propriétaires ou locataires. C'est parce que... effectivement. Et l'autre chose, c'est que l'INSEE prend mal en compte les dépenses de santé. Bref, je simplifie. Il y a 3 excellents économistes, François Gérolf, Florence Giannicatrice et Pierre Concialdi, qui montrent que chaque année, depuis 2022... Donc on sous-estime l'inflation, c'est ça que vous dites, de 0,5 points par an, ce qui fait 1,5 sur 3 ans. 2,3 plus 1,5, ça fait 4. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui travaillent aujourd'hui, et évidemment, cette perte de 4%, elle est plus importante pour les petits salaires, puisque quand vous avez des petits salaires, la part de votre budget qui va dans l'alimentation et dans l'énergie est plus importante. Donc, les gens qui ont les boulots les plus durs en France ont subi, ces dernières années, une perte de pouvoir d'achat sans précédent. Sauf que la progression du salaire minimum a été bien supérieure à celle de la progression de l'ensemble des salaires aussi. Je dis simplement que dans ce contexte social, c'était un petit peu compliqué de demander en plus la suppression. De travailler en plus. Rapidement, c'était plutôt une bonne idée de... Le nombre de jours fériés en France, 11 jours fériés dans l'année, c'est à peu près la moyenne dans la zone euro. Le diagnostic initial est juste. Il y a un problème de quantité de travail dans ce pays, mais c'est pas avec les jours fériés qu'on affronte véritablement ce sujet. Le sujet de la quantité de travail, c'est la faiblesse du taux d'emploi des plus jeunes, des plus âgés, et surtout, ce qu'on oublie toujours, les non formés, les personnes qui ont le plus faible niveau de qualification dans le pays. Ce qui est toujours impressionnant, c'est qu'en 30 ans, on a fait une politique de baisse de charges concentrée sur le bas de la distribution, avec un objectif de faire revenir dans l'emploi les non qualifiés. Depuis le début de cette... Ça a plutôt bien fonctionné. Oui, ça a fonctionné pour créer de l'emploi.
Est-ce que les non qualifiés sont revenus plus en emploi? Non. Salaire. Le taux d'emploi des non qualifiés en 93, première baisse de charge avec Balladur, c'est 55%. Il est à combien aujourd'hui? Il est à 55%. Ah oui. Il n'y a eu aucune progression. Avec l'explosion du coût quand même des allègements de charges qui a progressé. Parce que les emplois ont été, et surtout les emplois ont été créés. Les emplois ont été créés, mais ils n'ont pas bénéficié à ceux pour lesquels on le destinait. C'est ça. Et donc, vous avez à la fois une non-inclusion dans l'emploi des personnes, les moins formées, mais vous avez aussi une frustration qui intervient des personnes diplômées parce que... Comme vous êtes en train de nous dire, Denis Ferrand, qu'on a mis des diplômés sur des emplois sans valeur ajoutée et que ceux qui étaient destinés à ces emplois... La déqualification dans l'emploi est un phénomène qui est important, mais parce que l'économie, elle est orientée de telle sorte que on subventionne l'emploi non qualifié par des prélèvements prohibitifs sur l'emploi qualifié. À un moment, votre économie, elle ne crée pas de l'emploi qualifié, donc ça devient beaucoup plus difficile d'insérer des personnes à qui, par l'intermédiaire du diplôme auquel elles accédaient, on a fait croire qu'elles pourraient accéder à un job de bon niveau. Et donc, on déclenche la frustration. Bon, je voulais revenir sur la logique centralisateur et étatique que vous avez souligné tout à l'heure, André, pour revenir sur les mesures annoncées ce week-end par Sébastien Lecornu. 2 réformes mises sur la table, assez inattendues. D'abord, 5000 maisons France Santé d'ici 2027, promis à 30 minutes maximum de chacun des Français. Alors là, il répond quand même à une des préoccupations majeures des Français avec le pouvoir d'achat, vous l'avez souligné, Gilles Ravaux, c'est aussi de pouvoir se soigner. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué selon les territoires. Reste à voir où est-ce qu'il trouve les 5000 médecins à mettre ici 2027. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le nouvel acte de décentralisation qu'il annonce aussi. C'est assez inattendu. C'est très loin de la sueur du sang et des larmes promis pour redresser les comptes publics de François Bayrou. Et donc, il veut nettoyer le millefeuille administratif. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière encore, mais si on arrive à sortir de cette logique centralisateur et étatique, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas de faire le ménage, ça serait plutôt une bonne nouvelle, non? Ce serait plutôt une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réforme de l'État, alors il annonce, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il annonce une nouvelle mission, donc il faut lui rappeler que les tiroirs de Matignon sont pleins de rapports, donc on sait parfaitement ce qu'il veut dire. Je vais même plus loin, il dit que ça va être composé, cette mission, d'hauts fonctionnaires de toutes les tendances, mais ce qu'il nous faut, c'est pas des hauts fonctionnaires de toutes les tendances, il faut des gens qui ont un regard extérieur sur l'État et qui vont évidemment pas protéger d'une manière ou d'une autre ceux qu'ils ont toujours connus. Là, vous parlez de la mission sur les avantages... Non, je parle de la mission sur la réforme de l'État. Réforme de l'État. Franchement, cette histoire sur les avantages des anciens ministres, quand on parlait tout à l'heure de la compétence donnée au Parlement, moi je serais même plutôt pour que les députés n'aient pas 2 ou 3 collaborateurs et qu'ils soient obligés ensuite souvent de faire des contorsions pour certains d'aller contre la loi. Il faudrait faire comme aux États-Unis, avoir 10, 20, 30 collaborateurs. Donner plus de moyens aux parlementaires. Beaucoup plus de compétences au niveau du Parlement. Mais pour revenir à cette histoire de la décentralisation, si effectivement c'est pour simplifier le millefeuille et ne pas faire ce qu'on a fait depuis 40 ans, qui est, on donne plus de compétences et donc on augmente les coûts au niveau des collectivités locales, mais sans lâcher quoi que ce soit au niveau des ministères centraux, là, alléluia. Mais c'est peut-être une manière indirecte d'y arriver. Si c'est le cas, moi je lui donne crédit, mais là, il va falloir que ça soit lui-même qui aille à la hache pour ne pas prendre l'autre expression de la tronçonneuse. Parce qu'il est milléiste, Denis Ferrand. Oui, on ne gouverne pas uniquement avec des symboles. Et le train de vie de l'État, c'est le domaine du symbole par excellence. On croit qu'on va faire des économies importantes. Non, c'est pas là qu'il y a énormément de gras à faire. Il y a effectivement une réflexion d'ensemble. Et surtout, en fait, on gouverne pourquoi? On gouverne pour anticiper aussi. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur les maisons de santé, c'est un phénomène qui est très important. Mais effectivement, encore faut-il avoir les médecins qu'il faut pour pouvoir nourrir, pour pouvoir alimenter ces maisons de santé. De manière très impressionnante, j'ai regardé récemment des chiffres sur la santé. En 2002, vous aviez 3 médecins pour 1000 habitants dans l'ensemble de l'Union européenne. 20 ans plus tard, vous en avez 4. En France, en 2002, on était à 3,2 médecins pour 1000 habitants. Donc, en 2022, on est à 3,2 médecins par habitant. Et donc, c'est aussi l'absence d'anticipation face à un phénomène que l'on connaissait quand même. Bon, je fais de la prévision depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a quelquefois, on peut s'appuyer sur des données qui sont assez fiables. C'est la démographie. La démographie, la structure par âge de la population, les dépenses de santé qui vont avec. C'est le nombre d'inscrits en faculté de médecine. Hein, tout simplement. Exactement. Et donc, effectivement, je souscris tout à fait à votre point, se donner plus de moyens pour choisir véritablement toute connaissance de cause et en se donnant un horizon.
Bon, alors sur la décentralisation, c'est intéressant, Gilles Ravaud. En fait, Sébastien Lecornu reprend le fil de ce qu'avait proposé Emmanuel Macron. C'était juste après la réforme des retraites en 2023. Il avait annoncé un acte 3 de la décentralisation où il voulait notamment parler logement, compétences sur les logements. Il voulait parler travail, il voulait parler vieillir à la maison, il voulait parler petite enfance aussi. Reprendre ce fil-là, est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose d'ici 2027 ? En fait, là où je rejoins tout à fait Denis, c'est que depuis en fait, au moins 2022, on n'a plus de perspective pour le pays. Et encore une fois, le reste du monde va très bien. On a un basculement là vraiment historique, expression galvaudée mais qui est réelle, je pense, dans ce cas-là, de la richesse du monde qui est aujourd'hui centrée sur le Pacifique. Nous avons des pays qui ont des projets politiques avec un P majeur, dont on peut penser ce qu'on veut. Donald Trump, les dirigeants chinois sont dans une logique impériale de protection de leur population et de conquête du monde. Donc ces gens-là, ils emmènent leur pays dans une direction, et la grande, je pense que c'est très très important, la réélection de Donald Trump, la première fois on a dit c'est sur un malentendu, ça peut passer, là c'était pas sur un malentendu. Hein, il a gagné le vote populaire. Moi j'enseigne ça à mes étudiants, on a regardé très en détail, le résultat de l'élection présidentielle américaine est très impressionnant. Il y a une adhésion, y compris évidemment des hispanos et des femmes, ce qui était moins attendu, des femmes, il a progressé dans toutes les catégories de la population. Absolument. Celle, vous avez tout à fait raison, où il a le plus progressé, c'est les jeunes latinos, qui sont en fait, quand on voit dans les enquêtes sur les valeurs, les plus masculinistes. Hein. Donc effectivement, c'est un programme anti-écologique, anti-féministe, de puissance avec un grand P, et ça a des conséquences pour nous, puisque nous, l'Union européenne, nous sommes le gentil dans les films américains. Nous accueillons toute la richesse du monde, puisque nous pratiquons le libre-échange, puisqu'évidemment, du libre-échange découle la paix sur la terre, comme on le sait depuis le prêtre David Ricardo. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement... la personne de Montesquieu. On a, voilà, sans remonter évidemment à Charles Secondat. Et donc, effectivement, voilà... Je salue quand même le talent de Gilles Ravaud, à qui je pose une question sur le millefeuille administratif et le logement, et qui me finit sur la lutte impérialiste entre la Chine, les États-Unis et Donald Trump. Merci de me sauver parce que j'ai mes questions, il a ses réponses. J'étais en train de me noyer tout seul, effectivement. Alors, réponse courte. La difficulté pour nous, c'est que donc on n'a pas de projet politique, et la situation budgétaire, je l'ai rappelé, les 100 milliards. Ça veut dire qu'en fait, il faut que dans le pays, la plupart des gens perdent. D'accord ? Je rappelle qu'un État en déficit, c'est un État qui met plus d'argent dans la machine qu'il en prélève. Oui. La réduction du déficit, ça veut dire, contrairement à ce que disent les Français, j'ai rien en retour de ce que je paye. Non, mon ami, tu as plus. D'accord ? La redistribution fiscale et sociale. Hein. Oui. Ouais, non, mais ça, c'est factuel. Oui. La grande majorité d'entre nous, 60%. Nous tous, nous recevons plus en services publics, en prestations sociales, que nous payons. Évidemment. Sinon, il n'y a pas de déficit, évidemment. Donc, c'est un déficit massif, ça veut dire que l'État soutient énormément l'économie. La réduction du déficit, ça veut dire que maintenant. Alors, donc la question que chacun doit se poser, ce matin devant la glace en se rasant, c'est combien je suis prêt à perdre pour le pays. Et donc, c'est là que je réponds à votre question. L'effort toujours chez les autres, c'est la même réponse. Non, mais c'est que la décentralisation, ça veut dire qu'il y a des emplois qu'il faut supprimer. Oui. Voilà. Donc, qui accepte de supprimer son poste, sa voiture de fonction. La fonction territoriale où on a multiplié les strates entre les communes, les intercos. Je rappelle juste ce fait très rigolo, la fusion des communes sous l'excellent président François Hollande. Des régions. Quand on a fusionné les régions, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'État s'est rappelé, c'est là son rôle, il est le plus nul, l'État français, c'est en tant qu'employeur. Il dit, oh, mais on a des êtres humains, mince, on va fusionner 2 régions. Ah mince, ils sont mieux payés dans la première région. Comment est-ce qu'on va aligner les salaires ? Comme dans toute entreprise quand elle fusionne, par le haut. C'est-à-dire qu'en fait, on fait les discours devant la téloche, mais le truc, l'échec avec un grand E de tous les gouvernants, c'est l'État employeur, qui est le plus nul patron du monde, et pourtant, Dieu sait qu'il y en a vraiment des... Allez, ça c'est dit. Oui, non, je vais aller même plus loin. Que l'échec, il est quand on est en plus dans l'illusion. Puisque je donne un exemple. On dit toujours, oui, mais notre système éducatif, on met un peu plus que la moyenne européenne. Je crois qu'on met en pourcentage du PIB dans l'éducation. Mais on est totalement insincère, puisque 30% de ce budget, c'est cette surcotisation pour les retraites, qui n'est pas de 17%, je crois, en moyenne dans les pays européens, mais de quasiment 70%. Donc en fait, on ne le met pas pour nos enfants. Mais on le met pour les retraites des fonctionnaires, donc vraiment de l'éducation nationale. Et à nouveau, rien contre eux, mais le fait d'être dans l'illusion, idem avec, moi je me rappelle sur l'attractivité française, quand les volumes
d'attractivité juste avant les sommets de Choose France n'était plus aussi bon, on est passé au nombre de projets. Absolument. Donc on est totalement dans l'illusion. Idem pour l'industrie. Donc vraiment, aujourd'hui, le problème de nos dirigeants, c'est que non seulement beaucoup sont incompétents, mais en plus, ils vivent dans l'illusion d'une grandeur passée. Et ça, c'est peut-être mon petit désaccord avec Gilles sur l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, ne pourrait être une puissance, mais parle tout le temps du fait que nous avons un marché unique, nous sommes les meilleurs. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Le marché unique n'existe pas. Donc en fait, on est dans l'illusion de ce qu'on fait. Il faudrait déjà casser cette illusion. Alors si Sébastien Lecornu peut marcher un tout petit peu dans les pas quand même de François Bayrou sur la gérontocratie, à quel point c'est ça quand même aujourd'hui qui nous tue, ça serait justement un grand pas en avant. Il y a un papier exceptionnel d'un data journaliste qui a été publié ce week-end dans le FT qui comparait les systèmes de retraite en Grande-Bretagne et en France. On va vous afficher là les graphiques de progression des pensions en France. La courbe du haut, c'est les retraites. La courbe du dessous, c'est celle des actifs. On voit que depuis les années 70, grosso modo, les salaires ont doublé en France. On est autour de 100%, quand les retraites, elles, ont progressé de 150%. Il y a un autre graphique très intéressant. Alors, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de données là, mais explique une chose, c'est que le revenu des retraités aujourd'hui dépasse celui des actifs. Ça fait un moment qu'on dit qu'il était à peu près similaire. Ce graphique montre qu'il est actif. Et le journaliste du FT de tomber de sa chaise en disant « Mais comment fonctionne ce pays ?» C'est des graphiques qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Gilles Raveau, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui notre principal sujet? Sans encore une fois, sans conflictualiser, on n'a pas envie d'opposer les actifs aux retraités, mais on voit quand même la dérive incroyable du poids des retraites qui pèse aujourd'hui un quart de la dépense publique en France. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit, effectivement, donc, pour être tout à fait précis, on a découvert, donc là c'est la honte totale pour les économistes français, dont moi, c'est que c'est l'année dernière, monsieur qui s'appelle Philippe Askenazi, superbe économiste, directeur de recherche au CNRS, qui est le premier à lever ce lièvre. Il a découvert que dans le budget de l'éducation nationale, il y a effectivement à peu près un quart qui est versé aux pensions. Alors attention, c'est pas les pensions des profs, c'est les pensions des retraités de la fonction publique et même d'anciennes entreprises publiques, parce que l'État, vous savez, l'État est généreux en France. Qu'est-ce qu'on fait quand on privatise? L'État, il file les joyaux aux entreprises privées, mais il garde les retraites. Les anciens salariés, effectivement, de la Poste, de Orange, etc. C'est la thèse de Beaufret qui dit. Non, mais c'est pas une thèse, c'est une réalité. Non, mais c'est comme ça que ça a été fait. C'est assez discuté en réalité, puisque si on réduit le nombre de fonctionnaires, c'est aussi moins de dépenses pour l'avenir, et donc. Non, mais ça, c'est des contrats. Pour le coup, c'est des contrats de droit privé. Les gens qui rachetaient les boîtes savaient très bien, et c'était une de leurs premières demandes, acceptées par l'État, de dire non, les futurs. Les pensions sont payées par l'État, les pensions des fonctionnaires. Ça n'a toujours fonctionné. Alors passons. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on corrige les chiffres, et ça c'est absolument dramatique, je n'apporte que des bonnes nouvelles ce matin, la dépense dans l'éducation primaire, c'est là tout se joue, en France est quasiment 20% inférieure par élève à la moyenne de l'Union européenne, alors que nous sommes un pays évidemment dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne. Donc normalement, plus vous êtes riche, plus vous dépensez pour l'éducation. D'accord ? Donc je répète, en France, par élève, en absolu. Voilà, on dépense moins en France que partout ailleurs en Europe. Donc évidemment, notre pays n'a aucun avenir dans ces conditions. Et pour aller dans le sens de mes nouveaux amis libéraux de droite du Financial Times, en fait, ils sous-estiment, parce que les retraités, on le sait, nous qui avons, pour certains d'entre nous, produit des êtres humains, c'est-à-dire eu des enfants, le coût de l'enfant est très sous-estimé. On sait tous, aujourd'hui en plus, le coût des études a explosé. Donc en fait, l'écart de revenus, quand vous êtes retraité en général, vous n'avez pas d'enfants à la maison. Et donc les retraités, on sait, ils ne payent pas de loyer parce qu'ils ont payé la maison, etc. Donc l'écart entre les retraités et les actifs est fou. Le problème, c'est qu'on a expliqué depuis toujours, parce que ça n'est pas enseigné à l'école, qu'on cotisait pour sa retraite. Oui. Ce qui est faux. On ne cotise pas pour sa retraite, on paye pour les retraités du jour. Aujourd'hui, c'est 28% de la fiche de paie. Là, on a un énorme problème politique, c'est qu'on est en train de taper sur des gens qui ont tout bien fait, qui, quand même, pour la plupart, ont eu des conditions de travail plus dures que celles d'aujourd'hui, qui ont été en usine, etc., qui ont effectivement des retraites élevées que n'auront pas leurs enfants et encore moins leurs petits-enfants, exactement. Mais si vous voulez, politiquement, c'est impossible de leur dire on va baisser toutes les retraites. Là, une retraite sur deux,
est inférieure à 1 200 €. Donc, si vous voulez, on ne va pas demander aux retraités... 1500, la retraite moyenne en France est de 1 500 €, mais c'est vrai que ce n'est pas une grosse... quoi qu'il en soit. La retraitée qui a 1 000 € de retraite, on va dire on va baisser ta retraite, c'est impossible. Non. La responsabilité en même temps est de prévoir ce qui les 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années. Pour la première fois, je rappelle que le nombre de naissances est inférieur en France au nombre de décès. Donc on a une pyramide des âges qui est en train de s'inverser. On se dirige tout droit vers une impasse sur les retraites, là, Denis Ferrand. Oui, mais cette impasse, elle avait été prophétisée plus d'une fois. Enfin, combien, je crois que Michel Rocard disait qu'il y avait de quoi faire sauter 6 gouvernements avec le problème des retraites. Et on l'a affronté à certains moments. Regardez, quand il y avait eu la création du Fonds de réserve des retraites, donc en 98, objectif de Jospin, arrivé à 200 milliards d'euros de capitalisation à un horizon de 2020. Bon, on est arrivé à 32 milliards. C'est dommage. Pourtant, entre-temps, il y avait eu quelques années où il y avait eu une cagnotte fiscale. Et bizarrement, elle n'avait pas été forcément abondée. Elle n'avait pas servi à abonder. Et c'est aussi un peu notre refus devant la capitalisation. On avait fait une pseudo-capitalisation par l'intermédiaire du Fonds de réserve des retraites, non pas une capitalisation individuelle, mais une capitalisation par l'intermédiaire d'un dispositif public que l'on n'a pas su abonder. Et là encore, c'est un défaut d'horizon, un défaut d'anticipation qui s'est révélé et dont on va payer à un moment ou à un autre le coup. Et attention, un point qui est très important dans ce qu'a montré le FT ce week-end, le Financial Times, ce n'est pas un écart de revenus, c'est vraiment un écart de niveau de vie. Oui. Parce que le niveau de vie, et comme ça a été très bien dit par Gilles, quand on a des enfants, vous n'avez pas du tout le même niveau de vie qu'un retraité. Les enfants, il les a plus à la maison, il n'a plus à payer non plus. Et un crédit immobilier. Logement qui paye si cher, qui paye si lourd. En fait, il y a les écarts de revenus, mais ce qu'il faut regarder, ce sont les écarts de niveau de vie. Et ce que montre bien le FT, c'est un écart de niveau de vie. Allez, il nous reste 5 minutes. Je voulais qu'on parle un peu de la dégradation de la France quand même, de Fitch. Finalement, on voit que le CAC est dans le vert ce matin. L'OAT 10 ans est à 3,49, était à 3,49 tout à l'heure. J'ai pas le chiffre là sous les yeux, mais enfin, on ne doit pas être très très loin. Niveau élevé, mais ce n'est pas l'explosion non plus comme on l'attendait, Gilles Raveau. Alors, 2 choses. Pour la dette, ce que j'explique aussi à mes étudiants, c'est que les chiffres absolus ne sont pas intéressants. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution du fameux ratio d'endettement public. Donc, la dette publique, dont je rappelle que c'est la dette de l'État principalement, mais aussi de la sécurité sociale et des collectivités locales, divisée par le PIB. Et Fitch nous prévient qu'on arrive à 120% très rapidement. Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez tout à fait raison. Pourquoi ? Parce que donc je conseille aux gens qui s'ennuient ou qui ont du mal à s'endormir d'aller sur la page d'accueil de l'agence France Trésor, qui est vraiment un des meilleurs sites d'information publique. Sur la page d'accueil, vous avez tous les chiffres clés de la dette. Oui. Et on voit qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt moyen sur les obligations, il y a plusieurs façons de le compter, mais il est entre 3 et 3,5. Donc voilà. Et ce qu'il faut le comparer, c'est à la croissance du PIB en valeur, c'est-à-dire avec l'inflation. La croissance plus l'inflation. Et cette année, il est assez peu probable qu'on ait un total de 3 ou 3,5, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de croissance. 2,5. Voilà, on est plutôt sur 2,5. Et donc là, effectivement, gros danger, parce que si vous avez 3,5 de taux d'intérêt et 2,5 de revenus, entre guillemets... R est supérieur à G. Que se passe-t-il ? Et ce qui se passe, c'est que nos fameux 100 milliards, ça va être... Voilà, donc la situation ne peut que s'aggraver. Moi, j'ai un gros point à la fois d'accord et de désaccord avec Fitch, c'est quand il nous parle de l'instabilité politique. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, mais c'est parce que je ne suis qu'un simple économiste, c'est que moi, je pense d'abord que Emmanuel Macron, je m'exprime là en tant que citoyen, a eu raison de dissoudre suite aux résultats de l'élection européenne, puisqu'effectivement, il le savait, c'était déjà au cœur de son truc, il savait qu'il n'avait pas de majorité pour faire voter le prochain budget. Et moi, j'aime bien quand les gens s'expriment et votent, donc je pense qu'il a eu raison de dissoudre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un parti politique qui est arrivé très largement en tête en nombre de députés, qui s'appelle le Rassemblement national. Et donc, la règle de la Ve République avait respecté, avant Emmanuel Macron, aussi bien François Mitterrand que Jacques Chirac, c'était d'appeler au gouvernement Jordan Bardella, qui est le patron de ce parti. Il y avait le nouveau Front populaire aussi, qui s'est constitué, et puis vous avez le Bloc central. Chacun, j'invite, encore une fois, après être allé sur l'agence France Trésor, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous regardez les couleurs, il y a une majorité très nette dans ce pays qui correspond à ce que nous indiquent tous les sondages de droite et d'extrême droite. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il
à un moment, il faut être un peu cohérent, respecter le vote des citoyens et donc mettre au pouvoir un Premier ministre. Là, on sort un peu des questions économiques. Non, parce que Fitch. Je suis très sérieux parce que le texte de Fitch est centré sur l'instabilité politique. Oui, bien sûr. Cette instabilité politique découle du fait de refuser de donner le pouvoir au parti qui, logiquement, doit y être. Denis Ferrand. Donc il y a bien une instabilité politique. Donc Fitch a raison là-dessus aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais d'accord et pas d'accord. Il y a l'instabilité politique, il y a la trajectoire. Quand vous regardez quels sont les 2 pays sur lesquels vous avez de la progression de ce que l'on appelle les CDS. Donc le CDS... Il faut expliquer ce que c'est, oui, des contrats d'assurance. Un contrat d'assurance contre un risque de défaut de la dette publique. Non-paiement, oui. Les 2 pays sur lesquels ça augmente, c'est le Royaume-Uni, en gros 6 points de déficit public par rapport au PIB, et c'est la France. Pour tous les autres pays, les CDS sont en train de reculer. Donc ça coûte moins cher de s'assurer contre un risque de défaut. Donc il y a une perception de ce que le risque de défaut va en s'atténuant, sauf pour ces 2 pays-là. Donc on a vraiment des marqueurs qui sont en train de se faire. Et en réalité, c'est inquiétant ce que vous nous dites là, Denis Ferrand, parce que les CDS, on les regardait la dernière fois pour la crise de Lehman Brothers, la crise financière de 2008, puis de la zone euro. Ils sont encore très bas, ils sont encore à des niveaux qui ne sont pas du tout cohérents avec un défaut. Et en réalité, on n'est pas sur un risque de faillite, sur un risque de défaut, on est sur le risque du nœud coulant. Tout simplement parce que petit à petit, vous perdez votre capacité à arbitrer dans vos dépenses budgétaires parce que parce que R va être supérieur à G, parce que le taux d'intérêt, pour l'instant, quand on le regarde, compte tenu de la dette passée, le taux d'intérêt que l'on sert sur la dette, il est encore inférieur à la croissance. Mais le taux moyen, il est vraiment 3 ou 3,5 parce que si 10 ans est à 3,5, le taux moyen est inférieur. C'est le taux moyen sur les émissions, mais le taux moyen sur le stock de dette, il roule sur 8 ans. Parce que, puisqu'on a une dette qui a une maturité moyenne de 8 ans et demi, le taux moyen sur la dette que l'on sert, il est encore à 2%. Il est autour de 2%. Mais donc ça veut dire que la croissance reste supérieure au taux moyen du coût de la dette. Pour l'instant, mais quand vous avez un taux marginal qui, lui, est passé au-dessus du taux de croissance, donc vous sortez de la dette qui était rémunérée à entre 0 et 1%, et vous la remplacez par de la dette qui est désormais rémunérée à 3,5%. Donc l'avantage que vous avez pour l'instant, il ne va pas tarder à disparaître. Et c'est là que c'est pas encore la saison du ski, mais la boule de neige est la première. Oui, mais donc là, vous êtes en train de nous expliquer que notre dette augmente chaque année, mais qu'on est dans une période favorable. Oui. Et que donc il va y avoir une accélération de l'endettement qui nous tend les bras demain. Un chiffre sur les dépenses publiques spontanées. C'est très compliqué à mesurer, mais les estimations que l'on a, c'est entre 1,2 et 1,6% en volume chaque année de progression de la dépense publique totale. Et si on parle en milliards, on est donc autour de 50 milliards d'euros. Oui, c'est ça, à peu près. Et croissance du PIB, 1% en potentiel. Donc ça veut dire que spontanément, la dépense publique progresse plus que ne le fait le PIB. Simplement, si on ne fait absolument rien. Et donc, tous les efforts que l'on peut faire sur la maîtrise de la dépense publique visent déjà à ralentir une dérive qui est installée. C'était le message que François Bayrou a martelé pendant 6 mois et il s'est fait dégager. Il faudrait peut-être l'entendre. Merci à tous, c'est la fin de cet épisode des Experts. Vous retrouvez Antoine Larigauderie tout de suite pour Tout pour investir de 11h à midi. Quant à moi, je vous retrouve demain et je vous souhaite une excellente journée.